Le 2 avril 2026, une ONG américaine basée dans l'Empire State Building à New York publie un rapport de 342 pages, annexes incluses, pour désigner le capitaine Ibrahim Traoré comme criminel de guerre. Le timing, les auteurs, les financements, les sources, l'agenda, tout mérite d'être examiné. Parce que derrière le vernis de la neutralité juridique de Human Rights Watch se cache une opération politique contre le Burkina Faso et l'AES dont je vais décortiquer les rouages et les impacts avec vous. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Pour commencer, on va d'abord regarder qui est Human Rights Watch. C'est la conférence d'Helsinki sur la coopération et la sécurité en Europe en août 1975 qui va fournir aux contestataires la base juridique internationale dont ils avaient besoin. Pour les soviétiques et leurs alliés, comme le soulignait Léonid Brejnev, l'important était de voir consacrer les frontières européennes. Mais pour les occidentaux, le problème des droits de l'homme, la fameuse corbeille numéro 3, était un élément tout aussi important des accords d'Helsinki. Mais il est important que vous admettiez l'attachement profond du peuple et du gouvernement américain aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, et par conséquent aux engagements que cette conférence a pris à l'égard d'une plus grande liberté de mouvement pour les hommes, les idées et les informations. Les accords d'Helsinki, largement diffusés à l'Est, contribueront à une radicalisation du mouvement de contestation. Nous sommes en pleine guerre froide et Washington cherche tous les leviers pour déstabiliser le bloc soviétique. C'est dans ce contexte qu'en 1978, une ONG est créée sous le nom de Helsinki Watch, dont la mission explicite est de soutenir et protéger les dissidents d'Europe de l'Est et de surveiller si l'URSS respecte les accords d'Helsinki de 1975. Dès sa naissance, elle a donc été conçue comme une arme de guerre idéologique dont l'instrument sont les droits humains. Financée au départ par un don de 400 000 $ de la Fondation Ford, qui entretient depuis sa création des liens organiques avec la CIA et le département d'État américain, elle bénéficie par la suite de dons privés d'autres fondations américaines ou européennes appartenant le plus souvent à des milliardaires philanthropes de l'establishment atlantiste, dont le plus connu est sans doute George Soros, qui lui octroie un don de 100 millions de $ en 2010. Mais comment est-on passé de Helsinki Watch à Human Rights Watch? Eh bien, l'organisation a grandi comme une tumeur en suivant la carte des intérêts géopolitiques américains. En 1981, alors que les conflits orchestrés par Washington ensanglantent l'Amérique centrale, America's Watch est créé. C'est la période de Iran-Contra, durant laquelle les USA vendaient des armes à l'Iran, pourtant sous embargo total, et réutilisaient les profits pour financer les terroristes Contras, chargés de faire échouer la révolution et le gouvernement sandiniste au pouvoir au Nicaragua. Cette affaire a beaucoup de similitudes avec le mode opératoire utilisé pour faire échouer les révolutions et les gouvernements au Sahel. Si ça vous intéresse de mieux le comprendre, écrivez Nicaragua en commentaire et je vous ferai une vidéo à part sur cela. C'est bien évidemment aussi la période de l'interventionnisme américain au Salvador, où Washington soutient le très brutal gouvernement militaire, fournit des armes, de l'argent et même des conseils en torture aux escadrons de la mort pro-gouvernementaux, à la police, à l'armée, responsables de 90% des 72 000 morts salvadoriens tués pendant le conflit qui oppose ce gouvernement barbare aux guerrilleros du FMLN, le Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Autant de théâtres où Washington a besoin de surveiller les narratifs sur les droits humains pour les orienter à son avantage et diluer sa responsabilité, d'où la création de America Watch. Asia Watch suit en 1985, Africa Watch en 1988. Chaque création coïncide avec une zone de tension où les intérêts américains sont engagés.
Puis, toutes ces branches fusionnent en 1988 pour former Human Rights Watch, à laquelle viendra s'ajouter Middle East Watch en 1989, qui sera directement intégré à la nouvelle structure. Human Rights Watch n'est pas une institution neutre. Ce n'est pas une ONG qui observe et témoigne. C'est un acteur politique qui défend une vision atlantiste du monde et qui fabrique les conditions diplomatiques et humanitaires de l'intervention internationale, ou plutôt occidentale. Cette organisation considère, à juste titre, les gouvernements révolutionnaires de l'AES comme une menace à cet ordre mondial, unipolaire, impérialiste. Ceci expliquant cela. Vous êtes toujours avec moi? On va maintenant se pencher sur les auteurs, les sources et les contributeurs du rapport. L'équipe de mercenaires à l'œuvre dans cette mission de déstabilisation contre le Burkina Faso. Commençons par le commencement, le porte-voix du rapport, celui qui est allé le présenter sur France 24, le Français Philippe Bolopion, directeur exécutif de Human Rights Watch depuis décembre 2025. Pendant 10 ans, de 2000 à 2010, il a été le correspondant, ça ne s'invente pas, de RFI, Le Monde et France 24 à l'ONU avant de switcher pour Human Rights Watch de 2010 à 2023 dans différentes positions managériales. Maintenant, soyez très attentifs car c'est la partie la plus importante. En 2023, Bolopion quitte momentanément Human Rights Watch pour la société française d'investissement Tobam, dans laquelle il crée et dirige pendant 2 ans le Liberty Fund, un fonds qui gagne de l'argent en pariant financièrement contre les pays considérés comme autoritaires. Nous, on pense que la nouveauté pour Tobam, c'est vraiment d'avoir découvert un facteur de risque qu'on appelle le facteur de risque autoritaire, qui se cache dans les portefeuilles, qui n'est pas observé, qui n'est pas étudié, qui pourtant a un impact profond sur la performance des entreprises. Plus un pays est qualifié de dictature, plus le fonds rapporte. Human Rights Watch, que Bolopion dirige désormais en tant que grand patron, est précisément l'organisation qui produit les rapports qui collent cette étiquette au gouvernement. Autrement dit, Bolopion publie des rapports qui désignent Traoré comme criminel de guerre et ce faisant, il valorise le fonds d'investissement de la société Tobam qui est partenaire et financier officiel de Human Rights Watch à ce jour. C'est le plus grand conflit d'intérêts de tout ce dossier. Passons maintenant à Jean-Baptiste Galopin, lui aussi français, docteur en sociologie de Yale, également formé à Sciences Po Lyon, à Georgetown, le cursus type de l'internationaliste atlantiste. Spécialiste de la qualification juridique de crimes de guerre, c'est l'architecte du dossier visant à activer la CPI contre Ibrahim Traoré. Il présente le rapport sur TV5 Monde, une chaîne suspendue depuis 2024 par Ouagadougou pour diffusion de fausses nouvelles. La prochaine, c'est Ilaria Allegrosi, l'italienne, employée comme chercheuse principale pour le Sahel par Human Rights Watch, qui a débuté sa carrière comme chargée des droits humains au ministère italien des Affaires étrangères, dans un gouvernement occidental d'un État membre de l'OTAN. Human Rights Watch n'a ni bureau, ni représentation, ni accès officiel au Faso. Allegrosi, qui se voudrait la procureure du dossier, n'est rien d'autre qu'une productrice de faux narratifs à distance qui compile des témoignages biaisés de seconde main depuis l'étranger, les habille d'un pseudo-vernis juridique et les présente comme une documentation rigoureuse du terrain, sans accès au terrain, sans contradictoire possible avec les autorités, sans possibilité de vérification indépendante dans le pays concerné. Après s'être exprimée sur RFI, c'est elle qui a osé déclarer à Reuters que, je cite, « les forces de sécurité burkinabées et les milices alliées semblent plus brutales et violentes que les terroristes du JNIM ». À ce niveau, ce n'est plus de l'analyse, c'est un parti pris clair et assumé. Comme je viens de parler de 3 personnes qui sont salariées chez Human Rights Watch, laissez-moi maintenant vous présenter 3 individus qui ont contribué au dossier et ont droit à des remerciements particuliers dans le rapport. On va commencer par Wassim Nasser, le porte-parole attitré des terroristes, qui officie aussi comme
journaliste chez France 24 et chercheur au Soufan Center, un think tank avec point d'interrogation, américain créé par un ex-agent du FBI, le nommé Ali Soufan, que le Pentagone considère, je cite, comme une arme importante pour ses intérêts. Rien que ça. Wassim Nasser parle tranquillement avec les chefs du groupe terroriste qui massacre des civils au Burkina, au Mali et au Niger et plaide ouvertement pour que les gouvernements africains négocient avec ses cousins terreau. Mais il revient aux autorités béninoises, en fin de compte, de voir à quel moment il devrait peut-être enclencher des négociations ou d'une sorte de pourparlers ou de canaux de discussion avec les djihadistes, ne serait-ce que pour baisser la tension. Il est poursuivi par la justice des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complicité d'actes de terrorisme et apologie du terrorisme depuis septembre 2024, après qu'il a indiqué être en contact avec les assaillants lors de l'attaque de Bamako le 17 septembre, qui lui communiquaient en temps réel leurs objectifs, leurs positions, les différentes cibles visées et le bilan humain. Retenons bien ça. Human Rights Watch remercie dans un rapport un individu en contact en temps réel avec des terroristes pendant qu'ils attaquent une capitale. Ça ne s'invente pas et ça dit tout. On trouve aussi Newton Ahmed Barry, un journaliste opposant politique à Traoré en exil à Paris, dont le dossier judiciaire est bien documenté puisqu'il a été condamné par contumace pour diffamation à l'encontre du ministre de la Défense burkinabé en 2024, je crois. Également remercié Binta Sidibé Gascon, la caution victimaire. Militante Peul basée à Paris, mariée à un Français qui affirme que des membres de sa famille auraient été tués par des VDP. Son association Kizal, enregistrée en France, bien sûr, est membre de la coalition citoyenne pour le Sahel. Une coalition qui regroupe, attention, Human Rights Watch, Open Society Foundations de George Soros, la FIDH, Oxfam International, le Norwegian Refugee Council, Care International et Corded. Autrement dit, le même écosystème de financement que Human Rights Watch, sans que les flux financiers directs soient traçables publiquement. Cette liste est juste un échantillon. Vous pouvez vous-même faire les recherches pour tous les mentionner. Vous verrez que les auteurs, les contributeurs et les remerciés forment un réseau cohérent, homogène, soudé par une position politique commune contre les gouvernements révolutionnaires du Sahel. Ce n'est pas une équipe de chercheurs neutres, c'est une coalition mercenaire, le parfait casting anti-Traoré. On a vu qui était Human Rights Watch, on a vu qui était l'équipe derrière ce dossier. Maintenant, parlons du timing. Le 22 septembre 2025, les 3 pays de l'AES ont annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale, cet instrument juridique à sens unique que des dirigeants africains très peu intelligents ont eu la mauvaise idée de ratifier. Les gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel, AES, portent à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Mais le statut de Rome impose un préavis d'1 an. Pendant cette fenêtre, les faits commis restent poursuivables. Et même après le retrait, la CPI conserve sa compétence sur tous les faits commis pendant la période d'adhésion. C'est exactement là qu'intervient le rapport Human Rights Watch du 2 avril 2026. Il prétend couvrir la période 2023-2025, précisément la fenêtre encore poursuivable. Sur la base d'allégations non vérifiables produites depuis Paris, Rome ou New York par une organisation sans assise terrain au Faso, Human Rights Watch construit un dossier à charge destiné au procureur de la CPI avant que la porte ne se ferme. Et pour couronner le tout, Human Rights Watch a commencé ses recherches en mars 2023. Mais c'est seulement le 22 décembre 2025, à 4 mois, moins de 4 mois de la publication, qu'il envoie une lettre aux autorités burkinabées pour cocher la case droit de réponse.
3 ans de travail à charge, un délai de réponse symbolique, un silence de Ouagadougou prévisible et immédiatement transformé en preuve supplémentaire d'opacité. Ce n'est pas un droit de réponse, c'est un piège procédural. Ce n'est pas un accident de calendrier, c'est un alibi humanitaire pour une opération judiciaire calculée contre un gouvernement qui a le tort de choisir la souveraineté. Mais lisez sur mes lèvres, ça ne passera pas. Faites comme moi, buvez un peu d'eau parce qu'on n'a pas fini. Avant d'arriver aux impacts, on va quand même jeter un coup d'œil à la méthode de Human Rights Watch. Parce que ces racailles n'ont pas innové avec le Burkina. Elles utilisent toujours le même mode opératoire. Human Rights Watch applique la même structure narrative depuis des décennies. Un titre dramatique à pseudo-neutralité, une mise en accusation nominative d'un camp, un traitement superficiel de l'autre, une absence de contexte historique et une finalité judiciaire explicite. En prétendant documenter tous les crimes, les rapports construisent en réalité un récit à sens unique qui servent à légitimer un camp et à mettre en accusation l'autre. Regardez le titre du rapport Human Rights Watch sur le Rwanda en 1999. Aucun témoin ne doit survivre. Regardez celui du Burkina Faso en 2026. Personne ne pourra s'échapper. Des formules dramatiques qui veulent créer l'émotion dans l'opinion avant même d'avoir lu une ligne. Ces gens-là se croient trop dans un film hollywoodien. Au-delà de la similarité rhétorique, il y a aussi la même structuration du contenu. Une partie est nommée, ciblée, mise en accusation individuellement, pendant que l'autre est évacuée en quelques lignes. 20 commandants burkinabés sont listés un à un dans la table des matières. Par contre, aucun nom des dirigeants du JNIM, juste en dessous. Ceci est d'autant plus interpellant que l'on a vu que parmi les contributeurs au rapport, il y a un complice des terroristes, Wassim Nassor, qui pouvait leur donner toutes les informations nécessaires. Human Rights Watch fournit une profusion de détails là où ils n'ont pas accès à des sources fiables, mais ils survolent la chose là où ils ont un accès illimité aux tueurs. Par contre, Human Rights Watch tient à faire preuve d'équilibrisme quand il s'agit de mettre sur un pied d'égalité un État souverain qui lutte dans un conflit asymétrique contre un groupement terroriste affilié à Al-Qaïda, qui pose des engins explosifs sur les routes, qui assassine des populations, qui massacre des troupeaux, qui interdit les écoles. Les traiter comme deux parties au conflit symétrique, ce n'est pas de la neutralité, c'est une falsification morale qui sert un agenda politique. Et puis quand Human Rights Watch produit un rapport sur Gaza, où un génocide a lieu depuis 2023, qui a, selon leurs propres chiffres, causé 69 000 morts, dont 19 000 enfants, 860 tués en cherchant de la nourriture sur des sites de distribution, un blocus de plusieurs semaines pour affamer les populations palestiniennes, on n'y trouve aucune demande de sanctions ciblées contre les responsables américains qui fournissent les armes. Aucune demande d'embargo sur les livraisons d'armes à Israël. Aucune liste nominative de commandants israéliens visés dans une table des matières. Équilibre même et étonné. Et si vous pensez que ce sont uniquement moi ou le gouvernement du Faso qui remettons en cause la crédibilité de Human Rights Watch, détrompez-vous. Le fondateur de Human Rights Watch lui-même, celui qui a créé l'organisation, Robert Bernstein, a publié une tribune dans le New York Times en 2009 pour condamner publiquement l'institution, estimant qu'elle avait abandonné sa mission originelle en privilégiant des rapports politiquement orientés au détriment d'une documentation rigoureuse. Selon lui, les rapports de Human Rights Watch s'appuient souvent sur des témoins dont les récits ne peuvent pas être vérifiés et qui peuvent témoigner pour obtenir des avantages politiques ou financiers ou par crainte de représailles de leurs propres dirigeants.
Ce n'est pas un adversaire de Human Rights Watch qui dit ça, c'est son propre père fondateur. Il y a également des universitaires de partout, des chercheurs à Harvard, à l'Université de Londres, qui ont produit des travaux démontrant que les rapports de Human Rights Watch ne répondent pas aux standards minimaux de rigueur académique, d'impartialité, d'exactitude et de crédibilité. Ce n'est donc pas le Burkina Faso seul qui dit que Human Rights Watch corrompt ses preuves et inverse la charge morale. C'est une critique documentée, transversale, qui vient de l'intérieur même de l'institution et d'universitaires de renom. Pour terminer, je vais maintenant vous dire à quoi doit servir concrètement le rapport Human Rights Watch sur le Burkina. Le premier usage est diplomatique. Un rapport Human Rights Watch qui qualifie un chef d'État de responsable potentiel de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, devient une munition diplomatique que les chancelleries occidentales peuvent brandir dans les enceintes multilatérales comme le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Union africaine, etc. Il vise à créer une pression sur les États qui seraient tentés de coopérer avec Ouagadougou en leur signifiant qu'ils s'associent à un régime qualifié de criminel de guerre. Il cherche à compliquer les négociations bilatérales du Burkina Faso avec d'éventuels partenaires qui ne voudraient pas apparaître comme des soutiens à un État sous le coup d'accusations internationales. Le second usage est juridique et judiciaire. Le rapport est explicitement conçu pour alimenter un dossier à la CPI, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et au cas où cela ne se ferait pas devant cette instance, le rapport prétend constituer un corpus d'accusations qui peut être utilisé devant d'autres juridictions, comme les tribunaux nationaux de pays tiers qui s'arrogent le droit d'exercer une compétence universelle, comme la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, tous ces pays colonisateurs qui ont génocidé des peuples de par le monde. Le troisième usage est financier et économique. Un rapport qui qualifie un État d'autoritaire et de criminel de guerre active plusieurs mécanismes financiers en cascade pas très visibles. Les agences de notation intègrent le risque politique dans leurs évaluations et donc un pays sous le coup d'accusations internationales voit sa note dégradée, son coût d'emprunt augmenter, son accès au marché de capitaux se rétrécir et les flux d'investissement privés se réduire. Les bailleurs internationaux comme la Banque mondiale, le FMI, les banques régionales de développement utilisent ces rapports comme prétexte pour conditionner ou alors même suspendre leur financement. C'est un étranglement économique progressif déguisé en préoccupation humanitaire. Le quatrième usage est médiatique. Le rapport donne aux médias occidentaux comme France 24, TV5, RFI, Le Monde, BBC, Reuters, Bloomberg une base présentée comme rigoureuse pour diffuser un narratif négatif sur les gouvernements révolutionnaires. Il alimente les éditoriaux, les débats, les tribunes télévisées. Il légitime des journalistes qui couvrent de façon hostile le Burkina Faso et fournit aux gouvernements occidentaux des éléments de langage pour justifier leur prise de position politique. Il nourrit aussi les réseaux sociaux de l'opposition en exil qui le brandissent comme une validation internationale de leur pseudo-combat. Le cinquième usage est le plus pernicieux selon moi. C'est celui de la déstabilisation interne à l'armée burkinabé. Ce rapport est destiné à créer des fissures à l'intérieur du pays. Il vise à semer le doute parmi les officiers et commandants burkinabés nommément cités, dont certains pourraient chercher à se distancer du président pour éviter d'être poursuivis eux-mêmes. Il cherche à fragiliser la cohésion de l'armée en créant une peur individuelle des conséquences judiciaires. C'est une forme de guerre psychologique ciblée sur l'appareil militaire. Le sixième usage est la légitimation pour des sanctions individuelles. Human Rights Watch demande explicitement des sanctions comme le gel des avoirs, les interdictions de voyager contre les commandants militaires burkinabés. Ces demandes, une fois formulées dans un rapport d'une ONG dite crédible,
permettent au gouvernement américain, britannique ou européen de les adopter sans avoir à les justifier politiquement. Ils peuvent se contenter de dire qu'ils suivent les recommandations des organisations des droits humains en externalisant ainsi la décision politique vers une autorité morale prétendument indépendante. Le 7e usage que j'identifie est celui de la dissuasion qui vise à stopper l'effet domino tant redouté. En ciblant nommément notre capitaine Traoré, le rapport veut envoyer un message aux autres chefs d'État révolutionnaires de l'AES, le général Tiani du Niger et le général Goïta du Mali, ainsi qu'à tous ceux qui seraient tentés de suivre la même voie souverainiste. Le message est simple. Si vous rompez avec l'ordre occidental, on va construire un dossier judiciaire contre vous et s'arranger à ce que vous ne puissiez pas gouverner ni circuler librement et éventuellement que vous atterrissiez à La Haye. Le dernier usage que je vois est celui du repositionnement de la France. Paris a été humilié par son expulsion du Sahel. Un rapport qui accable Traoré permet à la France de réintégrer le débat sahélien, non plus comme puissance militaire chassée, mais comme défenseur des droits humains et de la démocratie. Non. La France n'était pas au Sahel pour défendre ses intérêts néocoloniaux. Non. Elle était là pour protéger les civils. Conneries comme ça. Vous voyez que comme d'habitude, j'étais en avance sur le temps. Quand vous regardez les vidéos sur ma chaîne, les publications sur mes réseaux sociaux, j'espère d'ailleurs que vous êtes abonnés, que vous likez et que vous partagez les liens dans vos groupes et sur vos réseaux, vous voyez que cela fait des années, bien avant même les révolutions sahéliennes, que je combats non seulement la démocratie made in la Baule, mais également les ONG dites humanitaires et que j'exige leur départ d'Afrique. Un rapport comme celui-ci n'est pas un acte de documentation humanitaire. C'est une arme à spectre très large, utilisable simultanément sur les terrains juridiques, financiers, diplomatiques, médiatiques et même psychologiques. Sa force réside précisément dans son apparence de neutralité. Le label ONG indépendante lui confère une légitimité que n'aurait jamais un communiqué de gouvernement américain, français ou européen. C'est la sophistication ultime du soft power occidental. Faire la guerre par des organisations qui prétendent combattre la guerre. Pas mal. Le gouvernement du Faso a produit un communiqué pour contester ce rapport. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, loin de là. Il y a tout un travail de fond à faire, non seulement pour limiter les conséquences sournoises et perfides de ce truc que je viens d'évoquer, mais aussi pour reprendre la main et retourner la pression sur ceux qui croient être les seuls à pouvoir l'exercer. Vous comprendrez que ce n'est pas ici, devant la terre entière, que je ferai part de mes recommandations, mais je le ferai en privé aux dirigeants concernés. Voilà. Pour permettre la captation de nos ressources, l'Occident fournit les armes, Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDH et compagnie fournissent le narratif et l'Afrique, elle fournit les morts. Mais tout ça va finir. Et c'est ici, dans l'AES, que la destruction de ce mécanisme bien rodé de spoliation et de propagation de l'arme et de pauvreté a commencé. Restez concentrés, restez déterminés. Vive Ibé, vive Tiani, vive Goïta, vive les forces armées du Burkina, du Niger et du Mali. Vive les VDP, vive les peuples confédérés du Sahel. L'AES souveraine ou la mort, nous vaincrons. Peace out. Afrique, oui, Nathalie.